Ça devait être comment un quartier ouvrier, c'était. Là, dans les ensembles, c'était tous des ouvriers. Yves et à Montreuil, ce n'était que des fabriques. En allant vers Bagnolet, oui, il y avait des petites maisons. Mais de ce côté-là, non. De ce côté-là, il n'y avait plus des immeubles. Là. Moi qui ai connu le vieux quartier d'avant et des quartiers comme ici, ici c'était déjà assez grand, mais pas très haut, ça allait quoi. Les constructions en briques rouges, je vous apprends rien. De par l'histoire, ce sont un petit peu les premiers HLM des années 30. Je suis dans ce quartier-là depuis 1956. Donc, du changement, j'en ai eu beaucoup, oui. Ouais, il fait toujours bon vivre ici dans ce quartier, mais il y a eu énormément de changements. Énormément. Tant au niveau circulation, bon, faut dire aussi que ça suit l'évolution. Hein, bon. J'ai connu une concierge au 151 boulevard d'Avoue. Elle me disait, Jean-Marie, vous savez que j'ai connu les troupeaux de moutons qui allaient aux abattoirs de la Villette. Elle avait des photos avec des troupeaux de moutons qui passaient sur le boulevard pour aller aux abattoirs de la Villette. Dans la rue d'Avenue, il y avait un lavoir. Et ça, c'est ma belle-mère qui m'en a parlé. Alors, les dames, elles partaient avec leurs brouettes. Et puis, elles allaient avec leurs lessiveuses et leur linge. Et elles allaient dans la rue d'Avenue. Dans les années 50-60, il n'y avait presque pas de voitures. Hein. Il y avait des camions qui faisaient des livraisons, mais il y avait très peu. Pratiquement dans le quartier, personne n'avait de voiture. Quoi. Les gens n'avaient pas de voiture à titre individuel. Il y a un truc qui me reste, c'est que il n'y avait pas de feu rouge. Il n'y avait pas de feu rouge. Il fallait attendre, faire bien attention pour traverser. Il y avait un feu rouge, porte de Montreuil. Il y avait un feu rouge, porte de Bagnolet et point barre. C'était une rue pavée parce que je sais qu'il n'y avait pas de tram dans les années 80 et 82. Je peux peut-être avoir oublié, mais je sais qu'il n'y en avait pas. En plus, c'était bien ombragé, il y avait de gros arbres, tout ça. Ils ont supprimé beaucoup d'arbres avec le tram. Ça, c'est le côté vraiment négatif. Si le boulevard, c'était le grand boulevard, 3 voitures qui descendent, 3 voitures qui montent. Moi, il n'y a pas grand-chose. Moi, sur le boulevard, il y avait du bruit parce que j'avais pas de double vitrage. Maintenant, j'ai le double vitrage. Mais on s'habitue au bruit. Il y a un truc qui était très intéressant pour moi, c'était le réveil de Montreuil. Il y avait un gros réveil. Et quand vous arrivez là, si vous n'avez pas d'heure, vous pouvez vous en référer. C'est un petit peu dur, mais je ne m'intéressais pas trop à l'époque à mon quartier. Maintenant, un peu plus. Maintenant que je suis retraitée, je m'intéresse un peu plus. Le quartier, c'est calme. C'est le quartier qui est très calme, magnifique. Les gens, l'habitant, ils sont magnifiques. Oui. J'étais là quand ils ont mis les avions. C'était les bus. C'était les bus, le PC. Qui dépannait très bien. Quand ça roulait très bien aussi. Petite ceinture, que ça voulait dire. Et qui faisait exactement comme le tram. Ça ceinturait Paris. C'était l'arrière ouvert, avec le poinçonneur qui passait le ticket dans son appareil. Là. Et c'était des tout petits tickets de bus, vous savez. On achetait des carnets de 20 tickets. Et voilà, pour venir, il fallait payer 2 tickets. Puis Ménilmontant jusqu'à Orto. Il y avait un arrêt à Port de Montreuil, un arrêt à Port de Bagnolet. C'était toujours complet parce que c'était des petits bus. Avec les sièges orange. En je rigole, parce qu'elle me rappelle les souvenirs, ce bus. Le PC1, PC2, PC3 qui faisait le tour. Ouais, et c'était de l'embouteillage, tout ça. Et des fois, je mettais 3 heures pour arriver ici le vendredi soir, tellement qu'il y avait de l'embouteillage. Mais moi qui ne voulais pas prendre le métro, alors je restais dans mon PC. Par rapport à ce que le tramway prend aujourd'hui, c'est beaucoup mieux le tramway, moi, je pense. Il y a moins d'arrêts peut-être, mais il prend beaucoup plus de monde. Quand ils ont mis le système, le couloir des bus, alors là, c'était magnifique. Quand on arrivait au métro Port de Montreuil, on prenait à gauche pour aller à Montreuil. Voilà, il y avait une grande place en terre battue. Je me rappelle qu'il y avait un petit cirque. C'était le cirque Ritz. On prenait le métro, on descendait et dans la station, avant de rentrer sur le quai, il y avait le poinçonneur dans sa petite cabine qui poinçonnait les billets. Et le chef de gare qui était au milieu, qui avait un petit bureau.
le quartier avant que, disons, soit aménagé, les constructions pour le tram, etc. C'était plus un quartier, si vous voulez, où les gens étaient plus proches, parce qu'il y avait des magasins de proximité. Et le commerce était agréable parce qu'ils connaissent leurs clients et tout ça, quoi. C'est des gens du quartier, quoi. Il y avait une toute petite alimentation dans la rue, là. C'était Monsieur Topo. Un monsieur avec une blouse grise, je me rappelle, et tout le monde lui faisait crédit. Monsieur Topo, vous pouvez nous donner ça. On peut y aller la semaine prochaine. Oui, je Marc. J'étais très jeune quand je suis arrivé, mais j'ai pas changé. J'ouvre mon porte-monnaie, j'ai pas d'argent. Il me donne, oui, vous paierez plus tard. Maintenant, c'est pas comme ça. Il y avait Tripier, il y avait 2 boulangers en plus, il y avait un menuisier aux 2 rue Saint-Blaise. Le boucher de cheval, malheureusement qu'il n'y a plus. Il y avait charcutier, il y avait vraiment tout, la crèmerie, il y avait tout ça. C'était comme un petit village, quoi, donc où on pouvait aller boire un verre le soir, écouter de la musique. Je sais bien qu'on n'avait pas besoin de prendre la voiture pour aller au resto ou se déplacer. Et à côté de chez moi, il y avait un restaurant italien. Ça discutait, ou à la porte de Montreuil, où est-ce qu'il y a le McDonald's. C'était un PMU qui était là. Ce que j'ai connu et que je trouvais ravissant et qu'on devrait refaire aujourd'hui, c'est les petites marchandes de 4 saisons. Je trouvais ça super, c'est mignon. Puis c'était joli. Ça avait tous ces petits commerçants côte à côte. Bon, il y en avait une bonne centaine, hein, c'était assez sympathique. C'était une petite carriole où ils vendaient des fruits, des légumes. Vous avez les melons, par exemple, avec l'étiquette tel prix. C'était comme un marché, mais c'était plus sympa. Ils descendaient pratiquement tous les jours la nuit, hein, et ils achetaient l'équivalent de 4-5 cajots de fruits et légumes, en fonction de ce qu'ils vendaient, quoi. Moi, je vois mon père, il descendait toutes les nuits au Val. Moi, mais laissez-moi faire mon nez. C'est pour le lave-vaisselle de Monsieur Mignac. Je suis Monsieur Mignac, je vous ai gardé une place là. C'est là? Non, c'est au bout là-bas. Oh là là, c'est trop loin, hein. On va prendre le camion. Non, surtout pas, il est trop large. Mais non. Non, c'est impossible. Et puis, excusez-moi, pourriez-vous enlever vos blousons parce que ma femme... Les frères qui ont fait Darty, c'est des gens qui habitaient la rue, là. Et il a pris un magasin de fringues au début, parce qu'ils étaient dans la confection. Et puis il avait mis une télé. Tous les gens rentraient chez lui, pourquoi? Pas pour voir les costumes, pour voir la télé. Alors, à chaque coup, il disait, vous vendez pas la télé, là? Il dit, si tu veux, tiens, allez, prends la télé, il allait en acheter une autre. Et puis après, au bout de plusieurs télés, il s'est dit, merde, c'est pas possible, je vais en acheter 3-4. Il a acheté 3-4 télés, il les a vendus, il en a racheté d'autres, il a laissé tomber les fringues, et Darty a commencé là. Et ils ont pris un magasin, 2 magasins, 3 magasins, 4 magasins. Ils avaient tous les magasins là, à côté des peintures de Paris. Il y a aussi les marchés aux pistes. C'est le marché de week-end. On voit ça tous les week-ends, à partir de samedi jusqu'à lundi. Oui, j'ai une petite retraite. Eh bien, je fais les rencontres, les villes grandies. Je bouge. Je prends mon sac, je prends mon caddie, je vais aller voir ça là-bas quand je finis. C'est des fusibles, des douchettes, oui. Quelque chose de bien particulier, oui. Mais je ne veux pas fouiner, quoi. Je vais parce que je cible, je sais ce que je veux. J'ai un de mes oncles qui vendait des poussins sur la porte sur les puces. Il avait un grillage comme ça, une caisse en grillagé, avec des bretelles, avec plein de poussins. Il disait poussin, poussin, poussin. Et hop, tout le monde lui achetait un petit poussin. J'ai connu le vitrier, là, qui se passait, en disant vitrier, des choses comme ça, là, dans la rue. Les vitriers, les couteliers qui disaient qu'ils allaient aiguiser les couteaux et puis les ciseaux. Et il y avait aussi des gens qui venaient chanter et on lançait des pièces. Ils venaient chanter dans la rue où ils faisaient de la musique comme ça. Et ils chantaient dans la cour. C'était plaisant parce qu'on était en train de faire notre ménage et tout à coup on entendait une musique. Alors on ouvrait la fenêtre et puis on préparait dans un papier d'aluminium la petite monnaie qu'on avait, puis on le jetait. C'est poétique, je trouve. Mais
En fin de compte, dans ce monde moderne, on a perdu beaucoup de choses et de la sensibilité humaine aussi. Les feuilles des arbres elles peuvent être orange ou rouge dans la cour de ton école. Non, de la maison. De la maison. Ah, t'as des feuilles orange ou rouge à côté de chez toi, toi. Ouais. Tu les vois de la fenêtre? Il pleut des feuilles orange ou rouge. Ah, c'est magique. Mais ils sont déjà tombés dedans, donc on peut pas les voir. Non, là, bah oui, parce que là, c'est le printemps. Là, c'est le contraire. Les feuilles, elles vont devenir comment? Blanches. Blanches, vertes. J'aime les fleurs en été. J'aime les grands arbres avec les feuilles de couleur en automne. J'aime courir dans le parc, dans les allées qui vont vers la forêt. Je t'offre les cerisiers du parc quand ils fleurissent. C'est pas beau, ça? Vous savez que quelque part, dans les années 80, jusqu'à 90, on va dire un peu plus que les années 90, pas plus que ça, il y avait une atmosphère, c'était très agréable pendant les fêtes. Alors, où elle est ma part, c'était une bonne harmonie, si j'ose dire. Et c'était toute la rue comme ça. Oui, très convivial. Maintenant, il ne parle pas trop. Maintenant, bonjour, au revoir, c'est tout. Ça a changé, oui. C'était convivial, c'était que des familles nombreuses. Hein. Beaucoup de familles nombreuses. Ça m'est arrivé que le soir, j'avais rien. Mon voisin m'apportait de la soupe. Tout le monde se parlait. On se connaissait même par la migration. Hein, on se connaît, ça discute. Du convenant, maintenant c'est fini. Hein. Chacun pour soi. À l'époque, quand il y avait quelqu'un immigré, on allait tous le voir. Quand il arrive du pied. Et puis on l'aide. Je lui sauve des boulots. On lui paye sa chambre, on lui paye sa nourriture jusqu'au mois qu'il trouve du boulot. Pour communiquer avec les locataires de l'immeuble, ça a été assez facile. Ça a été assez facile, surtout quand ils ont su où je travaillais. Et qu'est-ce que je faisais? Et ma sœur, qu'est-ce qu'elle faisait? Comme étude. Alors là, nous étions devenus les chouchous de l'immeuble. Mais oui, parce que moi, j'ai travaillé dans la retraite. Et la retraite, ça a toujours été un gros morceau à avaler. Pour remplir un formulaire ou qui reçoivent un courrier qui ne comprennent pas trop, vous savez, parfois l'administration française utilise un tel langage au lieu de... Les habits d'obsèques, les gardiennes à l'époque le mettaient en dessous. On savait que Madame Intel est décédée. Ça n'existe plus, ça. Il y a quelqu'un, un ami, de longue date que je connais. Il est mort. Je suis passé là-bas, j'ai vu les enfants, j'ai participé à une tâche. Parce qu'enterrer quelqu'un, les caveaux, tout, ça fait 6300, vous comprenez? Bon, 6300, ça ne tombe pas du ciel. Celui qui donne un peu, l'union fait la force. Avant, c'est multiculturel, il y avait de tout. Des Arabes, des Juifs, des chrétiens, mais l'école, la rue Eugène Retz, elle a tout vu. Il y avait les Portugais, les Italiens, les Polonais. Et on vivait tous ensemble. Quand je suis arrivée en 1974, il y avait 7 personnes noires dans le quartier. 7. Bon, aujourd'hui, j'en croise une multitude. C'est très cosmopolite. Il y avait aussi bien le flic, l'infirmière, la femme de ménage, le maçon. Il
Il y avait tout le monde se disait bonjour. Aujourd'hui, le système, en général, a voulu que ce soit que des Arabes et des Noirs que soient là. Voilà. C'est-à-dire, avant, on pouvait parler un petit peu. Il n'y avait pas de haine, il y avait des approches, mais maintenant, il n'y a pas de haine. Hein. Il y avait beaucoup d'approches entre les gens et tout, on parlait un peu de tout. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé, pardon pour le mot, parqué. Donc ça a abrité une population, effectivement. Ça a rendu service à une certaine catégorie de la population qu'on a mis d'ailleurs à la lisière de ces fameuses zones. Mais c'est le cas du 20e, comme c'est le cas de tout le pourtour de Paris, entre la petite ceinture et le périphérique. Maintenant, c'est rentré dans un système, je dirais, dans la rue, que le gouvernement ne s'est pas rendu compte qu'il faut mélanger les peuples. Il faut mélanger les gens. Nous allons faire un reportage sur l'histoire du quartier de Porte de Montreuil. Nous sommes ici présents avec moi, Kimia. Et moi, Chris Moula. Avec aussi. Et aussi. C'est parti! Elle arrive. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vivez dans le quartier depuis longtemps? Non, ça fait pas longtemps. C'est depuis le mois de juillet. Est-ce que vous avez connu l'histoire du quartier? Bah non, parce que je viens d'arriver. Donc j'ai pas connu l'histoire du quartier, mais ce que je peux dire, c'est que je me sens bien dans ce quartier, que je le trouve agréable, que je le trouve métissé. C'est intéressant, que les commerçants sont très gentils. Il y a une grosse diversité et ça me plaît beaucoup. Moi, je me souviens plus jeune, quand j'étais peut-être un peu plus jeune que le collège, le périph' n'existait pas, non. On allait jouer, il y avait un boulevard, on traversait et on allait jouer ce qu'on appelait la zone à l'époque. Hein. J'allais tout le temps jouer derrière, où il y a les stades là, c'était la zone. Voilà, c'était les 150 mètres. Je voyais Montreuil au loin, 150 mètres. Hein. De la porte de Bagnolet à la porte de Montreuil et au-delà, il y avait des terrains vagues. La zone, il y avait une place où tous les cirques venaient. Le cirque Madère, le cirque Camar. C'était très, très bien voir les camions arriver. Vous voyez, ça faisait comme des champs. Et là, il y avait des caravanes avec des gitans. Qui venaient de Montreuil. Dont un qu'on appelait Alocha. Et qu'on a très bien connu. On avait lié sympathie, amitié et tout. Et on s'est retrouvé aussi avec un cousin de Django Reinhardt. Il y avait des Romanichel, il y avait des chiffonniers, il y avait un peu tout le monde, quoi. Et c'était des buissons partout, ou des petites baraques en bois, où des gens venaient me poser leurs outils et faisaient un peu de jardinage autour. C'était vraiment une espèce de no man's land, vous voyez, un peu des fougères, des petits arbustes épineux. Enfin bon, c'était un terrain de jeu idéal pour les enfants. Hein. Ils avaient mis des barres pour, vous savez, pour jouer au foot, pour faire pour le gardien de but, quoi. Alors, ce qui fait que ça faisait des emplacements où les jeunes, enfin les garçons, pouvaient jouer. Et nous, les filles, on les regardait. Il y avait plus de garçons que de filles hein, sur cette zone-là. Hein. Moi, j'y allais qu'avec mes frères, hein, j'y allais jamais toute seule. Hein. Les gens, même l'été, ils allaient se retrouver sur les terrains vagues et dormaient dehors, hein, parce qu'il faisait très chaud. Et j'ai même entendu dire par des anciens que pendant la guerre, les Allemands avaient planté des pommes de terre derrière, mais que la nuit, les gens, évidemment, par nécessité, allaient chercher les pommes de terre, ce qui fait qu'après, ils ont pu replanter. Ici, devant le métro, porte de Montreuil, les arbres étaient coupés et on ne pouvait pas passer parce que c'était la ligne de démarcation. Là. À la Libération, il y a un vieil Italien du quartier qui m'a raconté, il se rappelle des femmes rasées rue des Orteaux.
sur une carriole et tout le monde les tapait et tout. Ça, c'était à la Libération. Donc, il y avait les camions militaires, là. Et ma mère était très, très jolie. Alors, elle parlait avec les chauffeurs des camions. Et Maison, pendant ce temps-là, il montait dans la caisse derrière et prenait des chewing-gums, des tablettes de chocolat et tout ça. Et c'était juste en face, là. Ils appelaient ça les fortifs, les personnes âgées. Ils disaient, on va faire un tour sur les fortifs. Mais c'était où maintenant, ils ont fait le périphérique. Hein. Ça a été construit au début que j'étais à Paris, dans les années 66-67, parce qu'il faisait par tronçon. Et j'avais un collègue à la Poste qui habitait à Bagnolet. Ses parents avaient été expropriés d'un pavillon, justement, à Bagnolet, pour faire le périphérique. C'était que des pavillons. Oui, il n'y avait pas d'immeuble. À l'époque, ça faisait beaucoup de bruit parce qu'ils n'avaient pas mis de mur phonique. À l'heure actuelle, maintenant, ils ont mis un mur phonique, donc avec une fenêtre double vitrage et le mur phonique, on entend moins le périph'. Mais au début, il n'y avait pas ça, je peux vous dire, c'était l'enfer. Mes parents et mes grands-parents habitaient là. Les grands-parents ont eu l'appartement en 1932. Ils étaient dans le 14e. Ils habitaient dans une chambre d'hôtel avec 4 enfants. Et comme mon grand-père faisait les toits, il était maître Jacques, il a fait toutes les briques rouges, là, tout le tour de Paris. Donc, ils lui ont filé un appartement là. C'est pour loger celui qui n'avait pas de moyens pour avoir accès à un logement. Même les toilettes, ils étaient dans les paliers. Et on avait les toilettes avec la chaîne, donc on tirait le bout porcelaine et la chaîne. Les gens, ils se plaignent de tout maintenant. Il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas d'eau chaude. C'est les locataires qui se débrouillaient pour pouvoir mettre son eau chaude et puis pour pouvoir se laver. Hein. C'était la cuvette. Une pierre à évier, donc on se lavait, on faisait chauffer l'eau, on se lavait. Moi, je me lavais. Voilà, cuvette, brou, voilà, l'ancienne au début. Hein. Après, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Le bain-douche, c'était à la place du G20. Le samedi ou le dimanche, les gens partaient au bain-douche qui était là. Non, il n'y a pas de salle de bain. Je ne sais pas. Donc, je vais à la douche publique, là. Je vais à la douche publique. Il n'y a pas de douche. Ceux qui avaient des salles de bain, ce sont ceux qui l'avaient fait installer. C'est-à-dire, quand on dit salle de bain, c'était dans la cuisine, il y avait un renfoncement et on mettait une douche. L'appartement que j'habitais, c'était un ancien gardien qui a fait lui-même les travaux, tout ça. Il n'y avait pas de douche. Mais les cuisines étaient très grandes. Moi, je vois l'appartement que j'habite,
C'était là où mes beaux-parents ont élevé 7 enfants. Ils étaient à 9 dans cet appartement-là. Alors le frigo, je m'en rappelle, c'était juste un placard qu'il y avait sous la fenêtre, avec des trous qui donnaient dehors. C'était ça le frigo. Tout ce qui était prise, tout ce qui était pour les lumières, avec encore de la porcelaine. Bon, maintenant, ça n'existe plus, hein, tout a été remis aux normes. Il y avait, comment dire, un charbonnier, c'est vrai, qui était juste sur le boulevard Davout, qui lui livrait le charbon, parce qu'à l'époque, on faisait du feu dans les cheminées. Les Auvergnats qui faisaient chez un charbonnier. Ils faisaient bistrot, charbon, bois. C'était, ouais, j'ai connu. Ouais. Presque tous les jours, l'hiver, on le voyait en train de livrer des sacs de charbon. Ils montaient les sacs de charbon au 5e, 6e étage. Là. On avait les ramoneurs qui venaient. Donc j'avais les petites briquettes, les petits charbons, les petits boulets, avec un godin là, pour mettre chauffer la cheminée. Et le chauffage central, ils l'auront installé il y a quoi, une trentaine d'années. Il n'y avait pas d'ascenseur, les ascenseurs sont venus dans les années 90. Quand on habite un 6e étage et il n'y a pas d'ascenseur, bon ben, donc le voisin qui passait par là, bon, il récupérait le panier, il le faisait monter. On avait des grands escaliers, les ascenseurs n'existaient pas. On a eu les ascenseurs plus tard. Donc on avait des grands escaliers qui étaient magnifiques. C'était magnifique, quoi. C'était pas le logement de luxe, mais c'est agréable, quoi. J'habite dans le quartier depuis 79. Je suis arrivé, j'avais 10 ans. Je me suis retrouvé ici dans le bitume en 79. Arrivé ici dans les briques rouges. À l'époque, c'était des portes en bois, des vieilles portes en bois, marron, je me rappelle très bien. Et les fenêtres, c'était des vieilles fenêtres complètement éclatées aussi. Je me souviens en 86, il y a eu l'hiver 86, c'était un des hivers les plus rudes qu'il y a eu à l'époque. Et en fait, le gel rentrait dans les maisons. Il y avait des stalactites ou stalagmites, je ne sais plus exactement, enfin un des deux toujours, en haut et en bas, qui étaient là et qui se mettaient même dans les maisons, quoi. Et les fenêtres étaient soudées par le froid, par le gel et par la glace. Au niveau de la ville de Paris et de ses logements, donc on avait des gardiennes qui étaient en bas. Donc au rez-de-chaussée, vous avez la gardienne avant d'entrer. Alors systématiquement, la gardienne voyait qui rentrait chez qui. C'est elle qui nous donnait le courrier. C'est elle qui faisait le ménage aussi. Et elle gardait aussi les enfants. J'ai été gardienne au 78 boulevard Davout pendant 11 ans. Donc depuis le quartier, je le connais depuis ma fille a 55 ans. Ma soeur m'avait téléphoné parce qu'elle habitait au 78. Elle me dit, écoute, il y a une gardienne qui s'en va. Bon, je dis, bon, pas envie, moi. Pas envie d'être gardienne. Ben, elle me dit, pourtant, ça tirait bien. Non, j'ai un métier, moi. Puis elle me dit, réfléchis bien, tu ne paieras pas de loyer. Tu auras des pourboires, puis tu pourras faire des... On n'avait pas le droit, moi je prenais gauche. Je faisais des petits ménages en plus, parce qu'on n'était pas beaucoup payés. À l'époque, on faisait des escaliers à la paille de fer, hein. Pas comme maintenant, hein. À la paille de fer. On faisait les rampes, on faisait tout ce qui était... Il y avait des gérants qui passaient, et ils faisaient ça sur les rampes. On faisait les caves. Oh, quelle horreur. J'en ai connu 2 ou 3. Mais on parlait de tout. On parlait de la campagne, que j'ai ma petite machin à la campagne, que je devais aller avec mon mari. Et c'est vrai que c'est fini tout ça. Je te regarde au sommet de la montagne et je te chuchote dans mon corps. Je t'écris dans mon carnet comme tu le souhaites. Je te suis sur la lune. Je te chante sur ton oreiller. Et je rêve de toi toute la journée. Salsaline, collégienne. Les enfants de Paris. La sacoche. Je suis un homme heureux. On est tout ça fait plaisir. J'ai fait le facteur pendant 27 ans à Monceau de la rue Saint-Blaise et le boulevard Davout. Un jour, on faisait le courrier, le lendemain, on faisait une tournée politique, c'est-à-dire les journaux. À cette époque-là, il y avait tous les journaux, l'Aurore, le Paris, je ne me rappelle plus comment il s'appelait celui-là. Enfin, il y avait tout un tas de journaux. Et après ça, à 9h, on partait en tournée mandat et recommandé. Et il y en avait. Hein. Ça arrivait souvent quand on partait avec 30 000 francs d'enfants. Hein, 30 000 francs, c'est courant. Ben, ils venaient et puis ils me demandaient les noms des locataires qui étaient âgés, qui touchaient leur retraite. 3 mois d'un seul coup.
Les petites personnes âgées, je montais les frapper avec le facteur, 4 heures, donc 3 fois par jour. Et on mettait le courrier en dessous la porte. Il avait les habitudes avec quelqu'un qui partait, par exemple, il mettait son rideau d'une certaine manière, ou la fenêtre de la salle de bain était entrouverte et tout. Alors, il m'en a évité les étages, lui, hein, parce qu'il se mettait dans la cour, il me disait, tu vas là, attends, je regarde. Non, c'est pas la peine que tu montes, il n'y a personne. Alors après ça, le mardi et le vendredi, en faisant ma tournée, je faisais un tour sur le marché. Je trouvais beaucoup de personnes qui étaient sur le marché, alors pour des recommandés, des mandats et tout. Alors je disais, c'est bien comme ça, vous n'aurez pas besoin d'aller à la poste parce que autrement je serais passé chez vous, vous auriez pas été là, j'aurais mis un avis. Et c'était tout content que je les trouve sur le marché. C'était pas pareil, ils rentraient, on fait un petit coup à boire s'ils voulaient, bien sûr, s'il avait le temps, c'était convivial, comme tout ce qui était à l'époque. Oh, le cinéma, le Davout. Alors là, c'était quelque chose de royal. Pour moi, ma mère m'emmenait tous les dimanches au cinéma. Là. C'était un grand cinéma, il était immense. Après, ça a été les studios d'enregistrement. Mais au début, c'était un cinéma. Il y avait une grande estrade. Alors, il y avait les clowns qui venaient. Il y avait des spectacles. Après, il y avait les actualités. Et après, il y avait nos films. Ah, c'était très drôle parce que c'était pas cher et les gens se disputaient. Même moi, je me rappelle, j'ai vu Léon Morin-Prêt et le type, par moment, elle rêve qu'elle couche avec lui. Et le type dit, mais c'est un scandale. Et moi, je lui donnais des grands coups en disant, elle rêve, elle rêve. Jamais on ferait ça au cinéma maintenant. C'était très, très bien avec un balcon, un orchestre. C'était très bien. Enfin, c'est des films de l'époque. Moi, j'y suis allée avec mon mari. J'allais garder mon filleul. Ma soeur, je disais à ma soeur, va au cinéma. Bah oui, je se faisais des bisous pendant ce temps-là. Donc, moi, je l'ai connu. J'ai connu ceux de la rue d'Avron aussi. Et il y avait des ouvroirs de cinéma encore. Puisque moi, je voulais être ouvreuse de cinéma pour voir un maximum de films. C'était la sortie du dimanche. Oh, j'étais super content. Là. Quand on allait au cinéma, c'était là. C'était super. Il était vraiment grand et beau comme cinéma. Il y avait toujours la façade et c'était devenu après un truc d'enregistrement, un studio d'enregistrement très connu. Très connu, le studio Davout. Il faut enregistrer les chansons. Les chansons, les cassettes en grand. Vous allez voir tous les acteurs, tout le monde qui arrivait. Mais c'était impressionnant. Il y a eu Johnny, pareil, Michel Sardou aussi qui sont venus. Moi, je ne les ai pas vus. Hein. Michel Legrand, combien de fois on l'a vu là, il venait avec tout l'orchestre faire des enregistrements là. Et il mangeait rue d'Avron. On a vu Salvador, on a vu, comment il s'appelle, Les Grandes Oreilles, la Gainsbourg, qui était sympa comme tout. Puis Gainsbourg, tout de suite, ça va les beautés qui nous... Il était sympa comme tout, ce gars. À l'époque, quand on était jeune dans notre quartier, c'était l'endroit où on faisait du rap. On a rappelé là. Et ça a été rasé. C'était rasé, c'est là qu'ils font l'école. De toute façon, le studio, il a été détruit il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà, il n'y a pas très longtemps. Il a duré un temps. Hein. C'est dommage qu'ils l'ont cassé, ce truc. Ils faisaient les studios. C'est vraiment dommage qu'ils ont cassé ces studios. On est venu de faire un document pour raconter l'histoire du quartier de Porte de Montreuil. Ils avaient creusé à ciel ouvert. On a vu qu'ils avaient installé aussi des tuyaux, des gros tuyaux pour les installations de gaz en dessous et des installations d'électricité, je suppose. Donc en fait, il y a des gros travaux urbains qui ont eu lieu
ces 15 dernières années. Vous trouvez ces changements utiles? Pas du tout. Bah oui, c'est utile, ouais, parce que le cadre de vie est meilleur pour les gens. Et puis le tramway est très pratique aussi pour les usagers. Parce qu'il dessert tout autour de Paris et puis il dessert aussi la banlieue. Alors merci, ce sera tout. Merci de ces 5 minutes que vous nous avez accordées. Hein, et vous pouvez reprendre votre chemin. Moi, si je peux me permettre de parler de jeunes, moi-même j'étais jeune. Vous étiez jeune. On a fait tous des petits coups, si j'ose dire. La forte tête avec les parents, tu rentres à 10h, moi je bande de chez moi. Au rond-point là, de 21h à 3h du matin, ils sont dehors. Moi, ma fenêtre de la chambre donne sur la rue. Fait l'extérieur. J'écoute les bruits, mais je fais comment? Je ne descends pas pour interdire. On vit dans un pays de la liberté et des droits. Les professeurs dans les éducations nationales ou les personnes de mon époque comme vous, hein, âgées ou des personnes des associations qui étaient hors de mes parents, qui m'ont parlé, qui m'ont appris des choses. Voilà, l'écrivain à côté, la bibliothèque, la professeure d'école, voilà, je pense que tout ça, ça fait en sorte qu'on voit une vie de quartier. Donnez-leur une petite salle avec une porte fermée, avec un grand frère, si j'ose dire, un éducateur. Et vous verrez comment que c'est. Vous respectez les jeunes, ils vous respectent. Voyez un jeune passer, c'est pas la peine de le regarder de travers comme ça. Lui-même, il vous regarde, bonjour monsieur. C'est tout, ça s'arrête là. Est-ce que vous pensez que le quartier, c'est un quartier qui sera adapté pour, on va dire, entre parenthèses, la nouvelle génération, pour la génération de maintenant? Ben, ça dépend de vous. Nous, quand on était ici, on se connaissait tous. Hein. Moi, ce que j'ai vécu, il y a vivre ensemble. Maintenant, vous, est-ce que c'est avec votre génération, pas moi avec ma génération? Il n'y avait pas Soleil Blaise en 2015. Ouais, ils sont arrivés en 2015, ouais. Et puis en 2022, ils ont reconstruit un quartier Saint-Blaise. Et est-ce que tu trouves que c'est bien ou pas? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici pour le développement local? Excellente question. Alors, ce qu'on y fait, on travaille essentiellement avec les associations. Voilà. Et avec ces associations, on les accompagne pour monter des projets sur ce territoire. Aujourd'hui, il y a des démolitions, il va y avoir des reconstructions, mais il va y avoir surtout un nombre d'habitants qui va arriver, qui ne fait pas partie de ce quartier-là, que les anciens sont partis, et c'est comment on va faire pour que l'ensemble de cette communauté intègre la dynamique. Ça, c'est un enjeu. Et le deuxième enjeu pour moi, c'est Félix Terrier, porte de Montreuil Nord, où là, pour le coup, la dynamique associative est fragile, elle est récente. Ok, gardien. Un poème de Maram Al-Masri, poète iranienne, La poussière.
Une voyageuse comme moi, une émigrante comme moi, qui, malgré tout, ne s'enracine nulle part, sans patrie. Elle vient de tous les horizons. Portée sous les aisselles du vent, le vent la ramasse, avec son balai, avec sa chevelure épaisse, ou avec ses mains. Il la sème où personne ne la soupçonne. Il la sème même dans le tiroir secret du cœur. Venez, revenez. On est très habitué quand on est né dans un quartier, bon, on change un petit peu, mais bon, le 20e, il y a une espèce de poésie, voilà, c'est un petit quartier sympa. Il y a la solidarité entre nous, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, on est là, voilà, surtout, il y a un bâtiment ABCD, nous c'est F. Le bâtiment F, on est tous amis, quoi. Ça devrait être inscrit dans la Constitution. Un appartement pour tous. Un travail pour tous et un appartement pour tous. C'est le quartier qui est très magnifique, calme. C'est calme, il y a les transports. Les transports, c'est pas loin de chez nous. Il y a l'ambiance, on peut manger comme on veut, il y a tout le commerce, il y a tout. C'est le quartier de mon enfance, ça. C'est là que je suis né, quoi. Et on est toujours d'où on est né. Hein. C'est ce quartier. Bon, maintenant, il est plus pareil qu'avant. Pour moi, c'est un peu tristounet, mais bon. Ça fait 20 ans que je suis là, je dois aimer les quartiers quand même. Non, ça va. J'aime les quartiers. Oh, très bien, pas de problème, pas de problème. Oh, il y en a beaucoup qui ont déménagé maintenant, c'est nouveau, et il n'y a pas de problème. Bah maintenant, moi, j'habite dans Lima, bonjour, bonsoir, mais il y a toujours une distance. Hein. Mais il y en a quand même qui sont très gentils aussi. Mais on ne peut pas avoir le parfait partout. Hein. Ça n'existe pas, le parfait partout. De toute façon, on a bien vu. Mais tranquille, tranquille. Maintenant, le monde est fou, le monde. C'est un monde... On va dire la société elle-même, elle a changé. Avant, on se contentait avec peu. Mais le tout, c'est d'avoir le sourire du voisin ou du passant ou d'aller boire un petit coup avec les voisins. L'accélération a fait qu'on a changé d'époque. Mais c'est le cas de tout le monde. C'est moins en nombre d'années. C'est plus l'intensité du changement, des transformations et les métamorphoses en tout genre. À ma retraite, je voulais partir honnêtement en province. Mais je me suis rendu compte qu'ici, à Paris, si j'ai des problèmes, j'ai tout. Et donc je ne bouge pas et je pense que je resterai là jusqu'à la fin de ma vie. Sauf si je gagne au loto et que je rencontre le prince charmant. On ne sait jamais. Voilà.